à notre nouveau webinaire voilà, qui porte sur le rétrofit électrique de véhicules. L'objectif étant de faire le point ensemble aujourd'hui sur les possibilités que permet l'arrêté du 13 mars 2020 pour le passage d'une motorisation thermique à une motorisation électrique. Donc l'objectif, c'est de faire le point sur cette filière naissante en nous appuyant sur 3 experts qui seront présents, que je présenterai dans un second temps, voilà, qui sont acteurs de ces sujets de conversion de véhicules. Donc, on est déjà ravis de vous retrouver, Philippe Loyer du pôle S22 et moi-même, pour cet événement qu'on co-organise. Et puis, juste au préalable, pour nous présenter très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien Personic, je suis responsable du développement d'ID4Car, pôle de compétitivité des filières automobiles, véhicules et mobilité dans le Grand Ouest français. On couvre 3 régions. Et à ce titre, on intègre dans notre réseau à peu près 380 membres qui travaillent dans le domaine de la mobilité terrestre. Et la mobilité terrestre chez nous, ça va de la trottinette aux 44 tonnes. Donc nous, on anime et on accompagne l'innovation sur ces filières. Et ça inclut bien évidemment l'accompagnement et l'appui des acteurs du rétrofit quand on parle d'intégration de motorisation alternative au GMP thermique. Philippe, je te laisse peut-être te présenter. Oui, bien sûr. Merci Sébastien. Donc, je suis Philippe Loyer, je suis chargé de projet pour le pôle de compétitivité S2E2. Donc, on est une structure similaire au pôle ID4Car. Nous, on est spécialisé sur le domaine de la production d'énergie, de la production d'énergie électrique jusqu'aux usages dans le domaine du bâtiment et aussi de la mobilité. On est donc un réseau avant tout, donc de plus de 235 acteurs. Et on est présent sur 3 régions, donc la région Pays de la Loire, la région Centre-Val de Loire et la région Nouvelle-Aquitaine. On a plusieurs rôles, un rôle d'accompagnement de projets d'innovation et un rôle d'accompagnement de filières. Et aujourd'hui, voilà, j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Sébastien sur la thématique du rétrofit. Qui englobe tout un acteur au sein de cette nouvelle filière, aussi bien sur la partie composants, stockage de l'énergie, que sur la partie applicative automobile et autres véhicules, comme on le verra dans les différentes présentations. Merci Philippe. Alors pour vous participants, en termes d'organisation, vous l'avez remarqué, votre micro est coupé, ainsi que votre caméra. Donc vous avez la possibilité, vous avez à disposition un chat qui vous permet de poser des questions à nos intervenants. Vous pouvez poser vos questions durant l'intervention et puis nous, on se chargera à la suite de chaque intervention de poser les questions aux différents intervenants. Donc, le webinaire, il va se dérouler en 3 temps. Donc, Aymeric présentera le rétrofit de véhicules terrestres en potentialité, point de vigilance. Je pense que sera évoqué aussi l'étude ADEME qui a été co-construite entre l'ADEME et puis les acteurs du rétrofit notamment. Jérémy Quentin évoquera ses travaux, donc président d'INEO, donc évoquera ses travaux notamment dans le domaine du rétrofit de véhicules lourds, donc ça complétera la présentation d'Aymeric, et également l'intégration de systèmes hydrogène. Et enfin, nous avons la joie aussi d'accueillir Luc Lesage, qui est responsable de service à l'UTAC, homologation, conseil et coordination. Et donc, il précisera les règles qui s'appliquent pour l'homologation des véhicules rétrofités. Et puis également, il y aura une partie retour d'expérience. Voilà, il va évoquer les bonnes pratiques à mettre en place dans ce domaine. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la main à Aymeric Libaud voilà, pour la première intervention de la matinée. En vous remerciant. Je pense que pour mon écran, ça doit être bon. Oui. Super. Bonjour à tous. Merci aux 2 pôles, S2E2 et ID4Car d'organiser ce webinaire. Donc moi, j'interviens aujourd'hui, donc je suis Aymeric Libaud, j'interviens en tant que coprésident de l'association des rétrofiteurs qui s'appelle AIR, donc les acteurs de l'industrie du rétrofit électrique. Donc voilà, donc le rétrofit est un grand sujet qui couvre pas mal d'enjeux. Et donc voilà, je vais vous passer tout ce qu'il y a autour. Bouge. Voilà. Donc fondamentalement, qu'est-ce que le rétrofit électrique? Ce
selon la réglementation qui est passée, hein, c'est le remplacement de la motorisation de véhicules thermiques, donc ça couvre les essences et les diesels, en une motorisation électrique avec une énergie stockée qui soit à batterie ou à pile à combustible, donc hydrogène. Donc voilà, on a un véhicule thermique, on extrait toute sa partie motorisation et on le remplace par un moteur électrique, contrôleur et batterie. Donc c'est possible en France depuis avril 2020. Alors tout à l'heure, vous mentionnez que c'était le décret, enfin l'arrêté ministériel du 13 mars 2020. C'est vrai que suivant comment on le voit, on peut le faire depuis la promulgation au journal officiel qui était le 3 avril 2020. Notez quand même que ça s'est fait pendant la crise, que c'était pas quelque chose qui allait être automatique, mais en tout cas, les ministères ont bien respecté ce qu'ils avaient prévu de faire et on le note systématiquement. Pour ceux qui se demandent, mais on peut faire du rétrofit avec quel véhicule, je vais en reparler un petit peu après, mais ça s'applique à des véhicules qui soient soit des véhicules particuliers, utilitaires légers, enfin véhicules utilitaires, camions, véhicules spéciaux. Donc voilà, le champ pour les véhicules terrestres est très ouvert. J'ai oublié les 2-3 roues également. Donc tout ce qui amène de la mobilité, qui a une motorisation thermique, et on va pouvoir la convertir en une motorisation électrique. Alors ceux qui pensent à rétrofiter des véhicules électriques dans autre chose, le texte ne me permet pas de le faire, j'anticipe déjà quelques questions. Alors, donc voyez, je vais donner des images de ce que ça peut donner au fur et à mesure. Donc là, on a une des premières voitures, enfin la première voiture qui a été homologuée, c'est une 2 chevaux. Alors, qui est R? Donc, je l'ai précisé tout à l'heure, hein, c'est les acteurs de l'industrie du rétrofit électrique. Donc, c'est Gérard Felzer, que vous pouvez connaître au travers de ses chroniques sur France Info, et Arnaud, qui est aussi président de Carwatt, qui est un des acteurs importants du rétrofit. Arnaud Pigonides, qui est tous les deux étaient coprésidents précédemment de l'association. Arnaud c'est le président de Rétrofutur. Donc, c'est sur leur impulsion que l'association a été créée pour fédérer des entrepreneurs qui voulaient prendre le sujet en main, de se dire comment agir face aux urgences climatiques, comment assurer, comment préserver le patrimoine de l'automobile. C'est un peu nos deux familles dans l'association R. Quand on voit une 2 chevaux, on est plutôt sur la préservation du patrimoine automobile. Quand on voit sur des voitures ou des véhicules qui sont un peu plus nombreux, on est un peu plus sur de l'impact écologique. Mais tout ça avec une même volonté qui est de dire, faisons en sorte qu'on puisse continuer à utiliser des véhicules et que les émissions de gaz à effet de serre réduisent. Alors, c'est une question qu'on a souvent, c'est mais quels sont les véhicules qui sont rétrofitables? On est très sollicité, tous les membres, pour dire est-ce que vous faites cette voiture-là, est-ce que vous faites ce véhicule-là? Quelque part, techniquement, on pourrait faire tous les véhicules, tous seraient rétrofitables, avec plus ou moins de facilité de faisabilité. On a des contraintes techniques, je vais en mentionner quelques-unes un peu après. On a des contraintes techniques pour rendre un véhicule utilisable sur nos routes, ça s'appelle l'homologation. Et parfois, ce n'est pas faisable par rapport à ce qu'on cherche à faire. Donc là, j'ai remis la liste, hein, les bus, les camions, les véhicules spéciaux, utilitaires, particuliers et 2-3 roues. Donc, quelque part, ils sont tous éligibles. Maintenant, ça dépend de l'usage. Imaginez que vous cherchez à faire une autonomie, alors je vais prendre un peu d'excès quand même, une autonomie de 500 km sur une Fiat 500 historique, où allez-vous mettre les batteries? Sachant qu'on n'a pas le droit aux 42 premiers centimètres et aux 30 derniers centimètres. Donc, et qu'il faut respecter quelques contraintes d'intégration. Donc, ce n'est pas possible. Donc, donc techniquement, on peut le faire. Après, suivant l'usage, suivant ce qu'on cherche à avoir, si on veut transformer cette même Fiat 500, je vais rester dessus, en un tracteur, avec une puissance très forte, est-ce que ça passera? Il y a de fortes chances que ça ne passe pas, ça ne répond pas aux règles. Donc voilà, donc ça dépend de l'usage que l'on cherche à avoir. Et donc, plus on va être sur des véhicules gros, oui, on pourra mettre plus de batteries, mais ils sont plus lourds. Donc voilà, donc il y a une équation qui n'est pas toujours simple, mais c'est vraiment l'usage qui va piloter ce qui est faisable en termes de rétrofit. Donc voilà un autre véhicule qui
qui a été homologué, qui est le Solex. Alors, pourquoi aller vers le rétrofit? Si on regarde la taille du parc aujourd'hui, un parc français, mais on a une certaine homogénéité, c'est un parc européen, il y a à peu près 40 millions de véhicules sur notre territoire. C'est à peu près 2 millions qui sont ajoutés chaque année, 1,5 million qui sont extraits chaque année. Donc, le parc grandit, mais si on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, est-ce qu'il faut attendre le renouvellement? Non. Et c'est un peu là où on s'est tous positionnés, les rétrofiteurs, c'est de dire, bon voilà, si on veut agir face à une urgence climatique, agir plus vite, ben, il faut des solutions sur le stock, sur l'existant. Sinon, il va nous falloir 15, 20, 25 ans pour sortir les véhicules thermiques. Vous avez évidemment entendu le 14 juillet l'annonce de la Commission européenne qui est de dire interdiction à la vente des véhicules thermiques neufs en 2035. Ça veut dire que les véhicules thermiques d'occasion pourront toujours être là, mais les véhicules neufs vont être interdits à la vente. C'était précédemment 2040. Pour la France, c'était le plan climat de Nicolas Hulot. Donc, derrière tout ça, les émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas simplement à la sortie du pot d'échappement qu'il n'y a plus sur les voitures électriques, mais aussi, c'est de prendre tout le cycle. Une voiture qu'on va jeter, ben, ça émet des gaz à effet de serre. Plus on l'utilise, plus on la garde opérationnelle, et moins on sera obligé de gérer ce déchet. Et, voilà. Et plus on réutilisera des voitures existantes, ben, on limitera ces émissions de gaz à effet de serre et on ne sera pas obligé de construire 10 millions de voitures très vite pour répondre au changement, sachant qu'une voiture neuve émet beaucoup de gaz à effet de serre. Donc voilà, limitation des déchets, agir face à l'urgence climatique et puis extension de la durée de vie des véhicules. Plus ce sera long et moins on émettra de CO2. Donc voici les R en 4 dates. Donc on a créé l'association avec 5 membres fondateurs en janvier 2019 pour arriver fédérés auprès de la force publique pour demander une adaptation de la réglementation pour faire du rétrofit. J'en parle juste après. En mars 2020, obtention du changement de la réglementation. Il faut voir que donc, à partir de janvier jusqu'à la fin d'année, on a eu pas mal de travaux avec la DGEC, la Direction Générale Environnement Climat, au ministère des Transports, pour arriver au texte que vous avez certainement beaucoup, majoritairement vu ici. En mars, c'est après 3 mois passés à l'Europe, à la Commission européenne, c'est l'obtention du changement de réglementation qui a été passé au journal officiel le 3 avril. Mai 2021, premières homologations. Donc voilà, on est sur MCC, Merck Cassis et Noil qui ont homologué leurs véhicules. Et puis octobre 2021, donc là on y arrive, et ben, les premiers véhicules homologués qui seront sur les routes, c'est peut-être même septembre, avec les premiers 2 roues qui ont pu être livrés. Donc voilà, et évidemment, tous les autres adhérents à l'association travaillent à la conception de leur prototype pour aller passer les tests et obtenir les homologations. Donc voici e-Roadster, un autre membre de l'asso. Je n'ai pas assez de pages pour mettre des photos de tout le monde, hein, je vous rassure. Et donc la réglementation imposée auparavant, ça datait de 1956. Donc ça avait besoin d'un petit toilettage, qui était l'obligation d'avoir l'autorisation du constructeur pour pouvoir modifier une voiture. Alors c'est vrai qu'on a longtemps été baigné dans cette approche où pour modifier, où on nous a fait comprendre qu'on n'améliorait pas une voiture, que c'était autorisé un peu à des bricoleurs pour faire du tuning. On n'améliorait pas une voiture, on en changeait, on entretenait une voiture. Là, ce que l'on ouvre avec cette réglementation, c'est la capacité à améliorer une voiture, à ce qu'elle puisse durer plus longtemps et rester dans les évolutions des réglementations. On voit bien que la mise en place des ZFE, les véhicules vont se retrouver, ZFE, zone à faible émission, mobilité, les véhicules vont se retrouver interdits de rouler, sinon c'est sanction à 135 €. Et donc, ça devient un déchet, ça sort de la réglementation.
avec le rétrofit, on va pouvoir les maintenir dans cette réglementation. Ensuite, et il s'est demandé aussi une réhomologation complète du véhicule. Donc maintenant, on n'a plus cette demande d'autorisation de véhicule et la réhomologation n'est plus complète. Elle est faite sur les sous-ensembles qui ont été impactés par la transformation du véhicule. C'est-à-dire que je n'ai pas réhomologué la résistance du pare-brise, par exemple, parce qu'on ne l'a pas changé. Par contre, évidemment, sur tout ce qui est motorisation, on va certainement avoir un impact sur le freinage. Donc voilà, c'est des tests qui sont allés à passer pour obtenir l'homologation. Donc techniquement, c'est les catégories L, M et N, donc les deux roues, les véhicules lourds, les véhicules transportant des personnes ou pas, etc., les véhicules légers qui sont concernés. On ne peut rétrofiter un véhicule que s'il a plus de 5 ans. Pourquoi cette durée? C'est pour éviter le conflit avec des véhicules qui sont encore sous garantie. Donc, on a choisi 5 ans. Il y en a tellement qui sont au-delà de 5 ans que ce n'est pas la peine d'aller chercher tout de suite ceux qui sont en dessous de 5 ans. Et puis, petite particularité, les véhicules qui sont sous carte grise, collection, par la FFVE, ne sont pas éligibles. Voilà. Donc, pour l'instant, les véhicules qui sont en carte grise collection ne peuvent pas. Les véhicules qui sont éligibles à la carte grise collection, qui ont toujours la carte grise classique, évidemment, peuvent être rétrofités. Il y a quelques limitations techniques. On n'a pas le droit de dépasser le 100%, enfin la puissance qu'il y avait auparavant en thermique. On est entre 60% et 100%. Donc, on ne peut pas aller au-delà. On doit pouvoir justifier d'un équilibre des masses. Il ne faut pas changer le comportement routier de la voiture avec une marge de tolérance. Et puis, il y a aussi la masse du véhicule. Tout à l'heure, je parlais d'autonomie. Évidemment, sur cette Fiat 500 historique, si je lui mets 300 kg de batterie, sa masse, son poids total à vide va être un peu impacté. Et donc, voilà, ça ne fonctionnera pas. Et on a à homologuer les sous-ensembles qui sont impactés par la transformation. Donc, ça dépend de l'implémentation qui a été faite. Certains vont enlever énormément de choses, d'autres vont enlever beaucoup moins de sous-ensembles. Ça dépend où on se place pour faire le rétrofit, pour produire le rétrofit. Enfin, donc vous aurez la présentation et puis la réglementation, qui est le résultat du travail qu'on a pu mener, donc les acteurs du rétrofit, l'UTAC, le CNRV et le ministère des Transports pour produire ce texte. Voilà. Donc derrière, beaucoup d'enjeux. J'en ai cité quelques-uns ici. Bon, évidemment, il y a un enjeu de transition écologique. Je parlais de réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, une voiture légère peut émettre, ça commence à une tonne de CO2 pour 10 000 km. Et donc, voilà, après, suivant les émissions sur des véhicules lourds, on peut aller au-delà. Donc, on voit l'économie que l'on peut faire économiser en termes d'émissions de gaz à effet de serre. La mobilité représente à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, c'est illusoire d'arriver tout de suite à zéro, mais comment on y arrive rapidement, c'est un peu l'enjeu. Si on est sur un contexte de transition écologique, de toute façon, il faut voir l'industrialisation. Il est difficile par rapport aux enjeux du rétrofit de se dire je vais en faire 3-4 par an. Il y a aussi une approche financière, un business model à trouver. Donc l'industrialisation est une voie qui est importante pour le rétrofit. C'est pour ça qu'on est les acteurs de l'industrie du rétrofit électrique. L'industrialisation est un point de passage obligé. Il y en aura qui sont sur une très grosse industrialisation. Transition One, c'est bien le positionnement qu'on prend. Et puis pour d'autres, par rapport à leur cible, ils seront industrialisés, mais à une dimension un peu inférieure, parce que le nombre de voitures n'existe pas dans les mêmes quantités. L'enjeu aussi, et par rapport au rétrofit, c'est de proposer une alternative aux voitures électriques existantes, donc les voitures d'occasion électriques, ou les neuves. Par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur la répartition du parc, la répartition aujourd'hui est essentiellement thermique. Et donc, si on n'attend que de l'ajout de voitures, ça n'ira pas assez vite.
Et donc, il faut trouver une solution alternative et c'est bien là où on se positionne. Il y a aussi un enjeu sur les batteries. Il ne faut pas négliger la manière dont nous, rétrofitteurs, nous allons produire tous ces kits, hein, à la fois les moteurs, le moteur, l'inverteur, le chargeur, toutes ces électroniques de puissance et la batterie. Il ne faut pas simplement mesurer ce qui ne se voit plus à la sortie d'un pot d'échappement qui n'existe plus, mais aussi de déterminer en amont comment on a produit. Et donc, il y a un enjeu sur les batteries qui aujourd'hui viennent majoritairement d'Asie. Vous avez certainement entendu qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont lancées de la part des constructeurs, de la part d'indépendance sur la fabrication de batteries sur le territoire européen. Voyons aussi au niveau européen. Donc, il y a un gros enjeu sur la batterie et une batterie qui a un maximum des cellules qui soient assez denses. Hein. Sur le rétrofit, c'est une des difficultés si on veut de l'autonomie et on n'a pas tant de place que ça. Il faut de la densité au niveau des cellules et fabriquer localement. Donc voilà, il y a un enjeu assez fort sur les batteries. Et puis, on ne quitte pas des yeux non plus que suivant le business model qui va être appliqué par chaque rétrofitteur, c'est aussi l'opportunité d'avoir une nouvelle activité pour les professionnels de l'automobile qui sont à proximité des clients, qui est de dire, oui, voilà, une voiture électrique, c'est 30 à 50% d'entretien en moins. Et donc, ça se retrouve vers ces professionnels automobiles qui sont des garages, voilà, et qui vont avoir moins d'activité. Et donc, si le rétrofit peut compenser cette activité, bon, voilà, c'est aussi une opportunité pour tout le monde. Donc, voilà, une autre voiture rétrofitée que je connais bien, c'est ma voiture que j'utilise tous les jours. Pour parler un petit peu homologation et processus d'homologation, donc on a deux acteurs qui interviennent dans le processus. Il y a le laboratoire de test, hein, qui est l'UTAC. Vous allez voir l'intervention après de Luc Lesage. Et puis le CNRV, qui est le Centre national de réception des véhicules, qui, sur présentation de prototypes, de dossiers techniques, va pouvoir émettre l'homologation, le Graal de tout rétrofiteur pour pouvoir commencer à livrer des véhicules. Alors, l'homologation se fait par agrément de prototype. Donc, je ne vais pas trop m'étendre sur cette partie-là, le sage pourra évidemment le faire. Donc, on est sur une homologation par agrément de prototype. On a une phase de préparation à identifier, là c'est une partie business, à identifier quel modèle, quel sera le marché, quelles caractéristiques on veut donner à ce modèle et quelles sont les conséquences que le rétrofit a sur le modèle. Alors, il faut voir que là, je simplifie en disant le modèle, mais il faut le voir à une dimension plus précise, qui est le modèle jusqu'au TVV, hein, type variante version. C'est pas parce qu'on dit on veut faire, je sais pas, un master que tous les masters sont compatibles. Regardez les masters, il y en a qui sont qui sont des masters cabines, il y en a qui sont des masters avec un plateau, qui sont tôlés vitrés, etc. Donc, ça a des conséquences. Donc, c'est vraiment sur les TVV que ça se cible. Voilà, donc ça a quelques conséquences au niveau des homologations par rapport à ce qu'on doit aller valider. Enfin, dans le processus, après, il y a la réalisation des tests, qui auront été déterminés sur les conséquences. Et je précise ici un EVI. On parle bien d'industrialisation, on parle bien d'entreprises qui soient capables de produire des rétrofits ou de faire produire des rétrofits, mais de faire aussi reproduire des rétrofits selon un processus répétable. Et donc, c'est bien ce qu'on cherche à faire dans l'industrie, avoir des choses qui soient mesurées, répétables. Et donc, l'EVI, qui est l'évaluation initiale, que l'on peut associer à un ISO 9001 qui cherche à mesurer la même chose. Donc là, on sera un peu plus dans un contexte de rétrofiteurs, enfin de constructeurs automobiles. Je précise que les constructeurs automobiles doivent avoir un code APE NAF 2910Z, hein, qui est un code de constructeur automobile. Et donc voilà, on sera dans ce contexte spécifique, mais
la suite, un ISO 9001 pourrait aussi correspondre. Et à la fin de tout ça, c'est le prototype, c'est le dossier technique, c'est le résultat des tests, c'est tout cet ensemble de documentation et de véhicules qui va permettre l'homologation par le CNRD. Donc voilà un processus. Je ne renvoie pas la balle à Luc, mais il y aura d'autres informations plus précises après. Alors, le côté industrialisation, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, et je fais attention au temps, c'est encore bon. Il est important. Émeric, il reste 5 petites minutes pour l'intervention pour laisser un peu de temps aux questions. Voilà. Ok, très bien. Donc, on réussira une transition écologique que si on arrive à industrialiser, s'il y a du volume. Et l'approche que l'on a dans le rétrofit avec cette réglementation pousse à industrialiser. Si on demande un ISO 9001, c'est qu'on veut qu'il y ait de la quantité derrière, que ce soit reproductible. Donc voilà. Répondre à la demande. Et puis, par rapport aux coûts initiaux de mise en œuvre d'un prototype, de mise en œuvre de l'homologation, et derrière tout ce qui va avec, la supply chain, etc., c'est des coûts. Et donc, si on veut que le rétrofit soit abordable, pas avec des coûts comme on peut le voir aux États-Unis, où vous avez peut-être pu voir des vannes Volkswagen qui étaient à $100 000. Bon, voilà, si on en fait un, ça coûte très cher. Si on industrialise, le modèle est beaucoup plus abordable. Et c'est bien toute la difficulté de la transition écologique. Donc, voici un autre véhicule qui a pu être rétrofité. Alors, je parlais des fabricants versus les installateurs. Donc, voilà, dans la réglementation, on a bien les deux, un fabricant et installateur. Un fabricant, c'est celui qui va faire la conception du kit, le choix du moteur, des batteries, etc. Et l'installateur, c'est celui qui va faire la conversion du véhicule. Donc, on a bien ces deux profils-là. Il est possible d'être les deux, d'être à la fois un fabricant et un installateur. Ça dépend le business model. Voilà. Mais en tout cas, il y a bien ces deux profils-là que l'on rencontre. Alors, c'est une question qu'on a souvent, mais qu'est-ce qu'il y a comme prime? Alors aujourd'hui, on est juste au début, mais le rétrofit est éligible à la prime à la conversion. Donc, il y a quelques conditions pour accéder à ça. Il y a des villes, des métropoles, il y a des régions qui mettent déjà des primes. Il y en a qui nous interrogent pour déterminer ce qui serait bien de mettre. On a un lobbying qui travaille ça, et c'est une activité récurrente pour que chaque année, les primes soient prises en compte. Il y a une volonté au niveau de l'évolution des réglementations, surtout au niveau des primes et des bonus, à ce que la voiture rétrofitée soit au même niveau que la voiture neuve ou d'occasion. Voilà, et ça ouvre beaucoup plus d'opportunités. Voilà, et j'arrive à la fin. Donc, je vais présenter un peu tous les adhérents de l'association. On a Retrofit qui amène des services pour les collectivités autour des flottes. Il y a Rétrofutur qui fait des voitures, plutôt des voitures anciennes. Vous avez vu la photo de la Fiat 500, il y a une 504 et une Porsche. Sur les Chanois, on est sur des véhicules légers entre 5 et 15 ans. Le groupe Bertrand est un équipementier. On veut, au travers de cette association, être le carrefour de rétrofiteurs, d'installateurs et aussi d'équipementiers, ce qui est le cas de Vitec et Startec. Carwatt, vous avez vu le 4x4, ils sont sur des véhicules un peu spéciaux, des véhicules lourds. Airfit, c'est des véhicules anciens, comme vous avez vu là, 2 chevaux. Leur moto, on est sur une Twingo 1. Noil, c'est des 2 roues. Segula, c'est un équipementier. Phoenix Mobility, c'est sur des véhicules utilitaires. Et Novemtech amène des solutions autour de la batterie et du rétrofit en général. Donc voilà, donc on est un ensemble d'entrepreneurs qui ont la volonté d'amener un rétrofit d'ampleur pour agir face à l'urgence climatique. Voilà. Et vous avez vu qu'on a passé des premières étapes, on en a encore d'autres. Et si vous voulez adhérer à l'association, voici le point d'entrée qui est à la fois le site web et notre secrétaire général. Et donc, si vous avez des questions, évidemment, je pourrai y répondre avec beaucoup d'intérêt. Merci Émeric. Je vais laisser Philippe prendre le relais du coup. Oui, merci Émeric. On a eu beaucoup de questions suite à ta présentation, donc je te remercie. Une première question qui est revenue plusieurs fois dans le chat sur l'impact environnemental. Comme tu l'as mentionné, dans le kit Retrofit, on a notamment des batteries.
Est-ce qu'il y a déjà des ordres de grandeur que l'on peut communiquer sur un nombre de kilomètres minimum parcourus pour rentabiliser d'un point de vue environnemental, on va dire, ce kit de rétrofit? Et peut-être avoir quelques mots sur l'étude ADEME, par exemple, qui est sortie J'allais enchaîner. Là-dessus. Donc, il y a une étude de l'ADEME qui a été publiée là au printemps, qui fait à la fois sur des véhicules légers, sur des véhicules utilitaires et sur des véhicules lourds, type camions et bus, le pourcentage d'économie entre j'ai un véhicule, je passe à l'équivalent neuf et je prends ce véhicule et je le rétrofite. On peut, sur des véhicules très lourds, on va jusqu'à 90% d'économie. Sur des véhicules légers, plus légers, on va jusqu'à 66% d'économie. On a évidemment tout ça, ça dépend de l'usage et c'est déjà leur moyenne. Et on a même proposé à l'ADEME de faire de l'update dessus parce qu'on a travaillé sur cette étude avec des données, on n'était pas encore sur le marché, donc on était un peu au début de notre cycle. Et le but, c'est avec les données que l'on collecte en se rapprochant du marché, de pouvoir en faire un update. Après, à la question de qu'est-ce qu'on fait comme économie, donc j'ai dit tout à l'heure, pour une voiture légère, on est à 1 tonne à peu près pour 10 000 km. Voilà, ça dépend la quantité de CO2. Donc là, on est juste à l'économie sortie du pot d'échappement. Mais c'est évidemment qu'est-ce qu'on met en amont, quelle est la quantité de batterie que l'on met dans un véhicule. Et quand je parle que de batterie, c'est Jérémy qui veut parler d'hydrogène. Bon voilà, aujourd'hui, sur les cellules, on est entre 150-200 kilos au kilowattheure, 150-200 kilos de CO2 au kilowattheure de batterie. Donc, c'est vrai que si dans le use case qui est traité, c'est de mettre beaucoup de batterie pour avoir 500 km d'autonomie, et bien évidemment, l'amortissement de ce CO2 par rapport au gain, il est un peu plus long que quand on met moins de batterie. Donc, ça dépend des use cases qui sont prévus. Donc, voilà, en disant, si on prend un exemple que je connais bien, c'est celui que je traite à Transition One. On sait que si je fais 10 000 km par an, en 1 an et demi, on va pouvoir amortir, nous, ce qu'on a estimé sur toute la transformation, 1 an et demi, 2 ans, sur ce qu'on a estimé sur toute la transformation. Donc, ça dépend aussi, le véhicule qui roule, s'il a un usage avec peu de kilomètres, l'amortissement, il est plus long. Donc, s'il fait peu de kilomètres et qu'on lui met une grande autonomie, quelque part, dans ce que je viens de dire, il y a un truc qui n'a pas de sens. Donc, il faut vraiment s'attacher à l'usage. Et c'est un peu aussi l'intérêt du rétrofit, c'est d'avoir un usage une caractéristique technique qui s'adapte à l'usage. Un constructeur va essayer d'en avoir un maximum. On n'a pas trop vu de constructeurs sur des véhicules à 4 roues disant si vous voulez, on peut vous mettre une rallonge de réservoir. Nous, on peut très bien dire bon voilà, vous avez cet usage-là, et donc on met cette quantité de batterie là. Et l'amortissement, dans ce cas-là, il est bien adapté. Merci. Alors, on va peut-être reprendre. Alors, il y a des questions liées à du rétrofit pile à combustible, mais ça va être largement abordé, je pense, avec Inéo sur la seconde intervention. On a voilà, peut-être une deuxième question. Il y a plusieurs questions liées à vos relations avec les constructeurs, alors qui peuvent être français ou autres, de véhicules, des modes de collaboration. C'est une question aussi qui se pose vis-à-vis des équipementiers de la filière automobile. Sur les garanties à un véhicule, mais plus généralement, enfin voilà, le modèle de collaboration, est-ce qu'il y a des échanges, enfin, comment ça se passe, même si c'est un cas particulier, j'imagine, pour chaque acteur, en l'occurrence. Alors, évidemment, pour chaque acteur, c'est différent. Bon, vous avez entendu à l'automne l'année dernière Renault qui annonçait sur l'usine de Flins qui va avoir une mission économie circulaire, enfin une destination économie circulaire, qu'il voulait y faire du rétrofit. Donc, on est souvent interrogé en disant mais c'est catastrophique pour vous, pour la filière. Non, c'est très bien parce qu'on a tellement entendu que le rétrofit n'aurait pas de réglementation et qu'on en a une. On a tellement entendu que les constructeurs allaient nous laminer. Bon, on n'est pas encore sur le marché, donc pour l'instant, on n'est pas… mais ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec
la répartition entre le renouvellement et l'existant, on voit bien qu'on est une solution complémentaire par rapport à ce que font les constructeurs. Et donc, au niveau de l'association, on est convaincu qu'on a à travailler avec les constructeurs et pas contre les constructeurs. Donc, c'est peut-être plus facile pour nous de dire ça parce qu'on n'a pas la même taille, hein. Mais en tous les cas, on est convaincu qu'on a certainement à faire des choses ensemble. Aujourd'hui, bon voilà, il y a eu des échanges entre chaque rétrofitter et des constructeurs automobiles. À ma connaissance, il n'y a rien qui s'est transformé aujourd'hui. Mais sur un sujet beaucoup plus large, est-ce que les startups que nous sommes, en majorité au niveau de l'association R, ont intérêt à travailler avec des constructeurs et des équipementiers et vice-versa? Notre conviction, c'est que oui, évidemment. Très bien. Écoutez, merci Émeric pour votre intervention. Il y a pas mal de questions, donc peut-être qu'on vous enverra peut-être une petite synthèse. Voilà, ça peut vous intéresser, j'imagine. Des questions qui se posent. Malheureusement, on manque de temps pour être très concret. Et donc, je vais laisser la main à Jérémy Quentin, fondateur d'Ineo, pour évoquer effectivement le sujet de transformation de véhicules lourds et d'intégration hydrogène dans le contexte rétrofit. Merci. Ok, merci Sébastien. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Très bien. Oui. Ok, merci. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Quentin Jérémy, dirigeant de la société Ineo. Je suis historiquement garagiste automobile depuis plus de 15 ans maintenant. J'ai repris un garage à l'âge de 23 ans. Et si on en est venu à aller vers le rétrofit et la transformation de véhicules thermiques en électrique, c'est qu'on s'est posé des questions avec mes collaborateurs en 2015 avec l'explosion de l'affaire des voitures truckées diesel et Dieselgate, voitures truckées Volkswagen. Et c'est là qu'on se met en tête de transformer ces véhicules. Donc, c'est chose qu'on fait avec une coccinelle qu'on voit ici à l'écran. Et donc, elle a été dévoilée en 2017 à l'occasion d'un événement sur notre territoire. Et c'est depuis cet événement que tout s'est accéléré un peu pour nous. Et on en est venu à créer Ineo en avril 2019. Slide suivante, s'il te plaît, Philippe. Avec un statut de constructeur automobile. On est toujours situé en Vendée, au nord de la Vendée, au Brésil. Et du coup, dans cette société, on conçoit des buggy électriques, donc plutôt pour du off-road, et on convertit des véhicules thermiques en électrique et hydrogène. Slide suivante. Donc, notre coccinelle a été rapidement reconnue et récompensée. On a été invité notamment au début 2018 par le prince Albert II à Monaco pour participer au salon Ever et partager avec pas mal d'eurodéputés cette logique qu'on pourrait transformer les véhicules. C'est également pendant ce salon qu'on rencontre les organisateurs du rallye Aïcha des Gazelles. Et on se retrouve l'année suivante, donc début 2019, au départ du rallye, avec 2 proto-buggy électriques, 100% batterie pour l'instant. Néanmoins, on a pu démontrer notre savoir-faire. On a obtenu 200 km d'autonomie dans le désert marocain, en conditions tout-terrain et compétition officielle. Donc ça s'est fait pas mal remarquer. Et à nouveau, le prince Albert II a reconnu nos travaux et nous avait invités au pré-départ la veille. On a été également présent au dernier mondial de l'automobile, où on a pu rencontrer des élus, notamment notre ex-ministre de la transition écologique, François de Rugy. Mais on a pu rencontrer également les commissions de développement durable de l'Assemblée nationale, avec Barbara Pompili, notre actuelle ministre de la transition. Quelques prix obtenus, et notamment un temps sur le Bugatti au Mans, en 2 minutes 56 avec la coccinelle. Slide suivante. Tout ça nous a emmené à, comme on le disait précédemment avec Émeric, à l'obtention du décret d'application technique du 13 mars 2020, donc avec les entités avec qui on a fonctionné pour obtenir, dans ce que j'ai vécu moi, hein, bien évidemment d'autres élus du territoire ont participé, mais dans mon histoire et dans ce que j'ai vécu, c'est ces acteurs qui nous ont accompagnés. Slide suivante. S'il te plaît. Hop là. Je vais passer rapidement sur le cadre réglementaire, puisque Émeric l'a largement abordé. Je vais plus préciser quand même qu'on reçoit le rétrofitter, la société reçoit un statut de constructeur automobile et on va pouvoir nommer des installateurs habilités par nous-mêmes partout en France. Et c'est là bien l'enjeu aussi aujourd'hui qu'on travaille nous, alors beaucoup avec des groupes de concessionnaires poids lourds, pour justement leur permettre à terme de pouvoir installer ces dispositifs directement dans leur structure.
on avait précisé. Et on précise également ici qu'on peut transformer des véhicules de moins de 5 ans avec l'accord de constructeur. Ça reste toujours possible, mais avec l'accord constructeur. Et c'est une discussion qu'on a, nous, aujourd'hui, avec certains constructeurs de poids lourds européens. Mais c'est bien évidemment confidentiel à ce stade de l'échange. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, les points respectés, on les a évoqués également dans la présentation d'avant. Donc, je vais pas me réétaler dessus. Néanmoins, ici, on peut souligner que dans nos travaux, alors, on travaille aujourd'hui chez INEO principalement sur le poids lourd et l'hydrogène pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a vu qu'on allait pouvoir standardiser beaucoup plus de choses sur le poids lourd, puisque quand vous regardez structurellement un 44 tonnes, par exemple, un tracteur routier, peu importe la marque modèle de camion, ils ont les mêmes critères techniques pour pouvoir accrocher des remorques standardisées aujourd'hui. Et donc, on s'est aperçu qu'on allait pouvoir standardiser surtout le stockage d'énergie, pack batterie, réservoir d'hydrogène et pile à combustible. On allait avoir les mêmes composants, peu importe la marque modèle de camion. On est basculé également sur le poids lourd, puisque dès la fin 2017, des transporteurs sont venus nous voir en observant nos travaux sur la coccinelle et nous ont demandé de travailler et de réfléchir à la transformation des poids lourds en électrique. C'est ce qu'on a commencé à réaliser en off total, bien évidemment. Néanmoins, des élus de notre territoire ont appris la chose et sont venus nous rencontrer et nous exprimer un programme hydrogène vert qui allait arriver en région Pays de Loire. Les stations et la production commencent juste ce mois-ci, ce qui fait que dès le début 2018, on a été impliqué dans le monde de l'hydrogène avec les plus grands fabricants de piles à combustible et qu'on a acquis cette avance technique sur les poids lourds. Les points d'expertise chez INEO, bien évidemment, on maîtrise l'espace pour installer un kit de conversion qui n'était pas prévu à la conception du véhicule. On maîtrise également la répartition des masses, l'équilibre et le comportement de véhicule après transformation reste identique. Et on maîtrise le traitement de l'information entre les différents calculateurs du véhicule, ce qui fait qu'aucune fonction du véhicule n'est impactée après transformation. Je vais le développer dans la slide suivante, s'il vous plaît. Où là, on présente un peu comment que ça se passe schématiquement dans le véhicule. Donc, une fois qu'on a retiré tout ce qui ne sert plus à rien, donc moteur, échappement, réservoir, turbo, etc., on vient réinstaller un moteur électrique qu'on voit en rouge à l'avant de l'essieu avant, qui se met en lieu et place de l'origine, mais qu'on va aller installer sur la boîte de vitesse. Ce qui fait que de l'embrayage jusqu'aux roues, l'ensemble du véhicule est totalement d'origine et donc facile à entretenir avec de la pièce de rechange disponible. On n'a pas modifié fondamentalement le véhicule. L'avantage de conserver la boîte de vitesse, il faut le souligner, et ça on l'a mesuré avec nos buggy dans le désert marocain, c'est qu'on peut aller jusqu'à 20% d'économie d'énergie. C'est d'autant plus appréciable puisqu'on cherche à faire un maximum d'économies pour embarquer un maximum d'autonomie dans le véhicule. L'avantage de la boîte de vitesse également pour un 44 tonnes, c'est qu'on profite de la démultiplication de la boîte de vitesse pour faire beaucoup moins d'efforts au moteur électrique lors des accélérations. Donc moins de pics de courant, moins de besoin de chaleur et moins de sollicitation de pics de la batterie. Une fois qu'on a fait ça, on installe forcément une gestion de la direction assistée, DA en orange à l'écran et air comprimé en jaune, qui deviennent des composants électriques aujourd'hui. Et une fois qu'on en est arrivé là, ça y est, notre véhicule est enfin électrique, donc avec un moteur électrique 96% de rendement. Et ce qu'il fallait et ce qui était déterminant, c'est de réinstaurer la communication entre notre système et le véhicule d'origine. Il faut comprendre que les véhicules thermiques actuels, avec leur injection électronique, fonctionnent avec l'injection électronique est pilotée par un calculateur qui lui-même, pour fonctionner, doit communiquer avec toutes les ondes de fonction du véhicule avec d'autres calculateurs. Et vu qu'on l'a retiré, votre communication n'existe plus. Il faut la recréer. Et ce qu'on a développé en interne, c'est un boîtier avec son propre algorithme qui renvoie les mêmes messages qu'avant dans tout le réseau de bord du véhicule en interprétant les données du moteur électrique. Ce qui fait que le véhicule se croit toujours thermique, mais en fait, il est électrique hydrogène. L'avantage de ça, c'est qu'on n'a pas eu besoin d'aller changer la pédale d'accélérateur ou d'aller bricoler quelque chose. On récupère les données sur le réseau. On récupère les données notamment pour les fonctions régulateurs de vitesse ou toute autre fonction. Et tout ça est maintenu. Donc c'était le point le plus technique pour nous qu'on a réussi à faire, puisque dès juin 2020, on faisait rouler le premier camion en 100% électrique batterie, avec un pack batterie de Renault Kangoo pour démarrer, mais néanmoins, ça nous a permis de dimensionner le besoin énergétique et ça nous a permis de valider techniquement quelle énergie on allait embarquer
Et donc, c'est là où on arrive, comment que ça se passe dans le véhicule. Donc, on place un pack batterie qu'on appelle pack batterie tampon chez nous. Hop, je n'avais pas fini la slide précédente. Le pack batterie en rouge, là, qu'on voit dans l'empattement du véhicule, qui va être là pour alimenter à l'instant T tout ce que va réclamer le moteur électrique. Mais également, le pack batterie va récupérer l'énergie à la décélération. Ce pack batterie, avec son chargeur et son environnement électronique, fait environ 1200 kg, soit l'équivalent du poids qu'on aura retiré dans l'empattement du véhicule. Il faut considérer qu'avant, ici, on avait 1000 litres de gasoil, donc une tonne. Le poids du réservoir d'AdBlue, le poids de l'échappement, tout ça retiré, on vient réaffecter la même masse en lieu et place. Et ensuite, pour prolonger l'autonomie du véhicule, on vient installer une pile à combustible dans le tunnel sous cabine, qui est là schématiquement pour faire en permanence le plein de la batterie en consommant l'hydrogène stocké sous pression dans des réservoirs que nous venons placer au dos de la cabine à 700 bars et on embarque 40 kg d'hydrogène sur les 44 tonnes, ce qui nous donne une autonomie minimum de 400 km. Slide suivante, s'il vous plaît. Hop là. Donc, chez INEO, on est une société orientée vers l'économie, un écosystème responsable. Aujourd'hui, on a développé un kit de conversion pour les poids lourds. On est en phase de prototypage et nos dossiers d'homologation sont déjà partis depuis le début d'année. Et on est en phase d'homologation pour les premiers de série. On travaille également la formation des futurs garages partenaires avec les groupes de concessionnaires avec qui on échange. Et on échange également avec l'APAF pour y construire les référentiels de formation pour permettre le plus tôt possible de former à cette nouvelle technique, à cette nouvelle filière de la branche de l'artisanat qui pourrait exister en France. Et INEO, c'est déjà une phase de mise en production industrielle, puisqu'on travaille aujourd'hui avec un manufacturier, le groupe Michelin. Et on est en train de réindustrialiser un site qui a fermé ses portes il y a 2 ans et demi, donc le site Michelin de La Roche-sur-Yon, à 20 minutes d'ici. Et on va réindustrialiser ce site accompagné par les équipes Michelin. Et donc, on prévoit un démarrage de production septembre 2022 pour 20 unités la première année et une montée en cadence jusqu'à 150 véhicules par an en 1.8 sur ce site. On n'a volontairement pas une cadence qui va trop vite, puisqu'aujourd'hui, de par nos avancées techniques, on est en relation avec pas mal de régions de France qui déploient des stations hydrogène. Et le danger pour nous, c'est de transformer trop rapidement des véhicules alors que les stations ne sont pas encore arrivées. Donc aujourd'hui, on travaille en bonne intelligence et en mode co-construction avec pas mal de régions de France, soutenues par les appels à projets de l'ADEME également, pour en fait amener le nombre de véhicules suffisant pour faire tourner les premières stations. Et c'est le principe de la poule et l'œuf. On va tous arriver un peu en même temps et on va calibrer nos cadences de production en fonction de ça, avec en plus, au fur et à mesure, la possibilité de nommer les garages partenaires pour installer les dispositifs. Chez INEO, c'est également l'innovation au service de l'économie circulaire. On a développé un kit de conversion qui va être réutilisable et transférable d'un camion à un autre. On réutilise un maximum de pièces de remploi. C'est déjà les camions rendus obsolètes puisqu'ils sont diesel. Et on réutilise les batteries en fin de vie. C'est ce que je développe dans la slide suivante. Hop. Qui arrive. Voilà. Où là, on vous présente le modèle économique qu'on a réfléchi avec les transporteurs. Dès la fin 2017-2018, on réfléchissait avec eux, puisque forcément tout ça a un coût de transformation qui est plus onéreux que l'achat de camions diesel neufs. Néanmoins, on a travaillé ensemble pour rendre tout ça économiquement intéressant. Donc là, sur la slide, vous avez 2 flèches noires qui vont de gauche à droite. C'est le temps qui s'écoule en parallèle pour 2 véhicules d'une flotte d'un transporteur. Ce qu'on peut observer, c'est que chez les transporteurs, le vendredi soir, les camions sont tous bien alignés, souvent de marque modèle type identique. La seule différence que vous avez entre deux camions garés l'un à côté de l'autre, c'est l'âge des véhicules. Et nous, ce qu'on a imaginé, c'est prendre un premier camion de la flotte qui a déjà 5 ans, donc fin d'amortissement, fin de leasing. On le transforme avec notre solution, mais dans le parallèle, le transporteur achète quand même du camion neuf diesel, puisque pour la très longue distance, pendant encore de nombreuses années, on aura besoin du transport lourd diesel pour les très très longues distances. Donc notre transporteur exploite ces 2 camions en parallèle, et une fois qu'on a doublé la durée de vie du premier, qu'il arrive à 10 ans, on va pouvoir récupérer tout l'équipement et le transférer dans celui qui arrivera en fin d'amortissement, fin de leasing. Et nous, ce qu'on imagine, c'est faire 4 cycles de transfert comme ça, dans la durée de vie de notre système, puisqu'aujourd'hui, l'usure du moteur électrique n'est pas un sujet, et on peut se permettre de le système et transférer tout ça, donc pour pousser l'économie circulaire à l'extrême, d'une part. Le seul point de vigilance, et qu'est-ce qui va évoluer dans l'histoire, c'est le pack batterie et le stockage d'énergie.
D'ici 10 ans, il va se passer quelque chose, donc d'ici 2 cycles environ pour nous. On va tous courir en France après le stockage d'énergie et il va falloir apprendre à stocker l'énergie photovoltaïque, éolien ou toutes les ENR qui vont être disponibles. Et là, les packs batteries qu'on utilise, qui font quand même 105 kWh, sont des formidables unités de stockage standardisées, qui seront, je répète, les mêmes, peu importe la marque modèle de 44 tonnes, qu'on va pouvoir réaffecter pour du stockage statique dans des bâtiments, tel quel, puisqu'avec 105 kWh associé à du photovoltaïque, vous pouvez le faire tourner quasi en autonomie. Tout ce qui va être serveur, informatique, réseau dans une société. Pourquoi pas l'éclairage si elle est à LED, dans la partie bureau. Tout ça à étudier, à travailler, mais c'est une possibilité qu'on imagine, puisque d'ici 10 ans également, les technologies de batterie vont évoluer et on pourra se permettre de réaffecter une nouvelle techno de batterie qui permettra d'augmenter les performances et l'autonomie. Également, côté hydrogène, la pile à combustible reçoit une maintenance toutes les 30 000 heures de fonctionnement. Et on va se permettre de faire une grosse révision de la pile à combustible pour qu'elle reparte à nouveau pour 10 ans supplémentaires. Voilà, donc ce modèle économique est complètement disruptif et bouscule un peu les règles économiques, fiscales et comptables actuelles en France, puisqu'aujourd'hui, les règles comptables, par exemple, précisent qu'une entreprise qui achète un véhicule neuf doit l'amortir entre 3 et 5 ans. Ça, c'est un des premiers éléments accélérateurs de pollution en France ou de remplacement prématuré des véhicules, parce qu'aujourd'hui, la corrosion sur les véhicules, c'est plus un sujet. On n'est plus dans les années 70. Et au bout de 5 ans, fin d'amortissement, fin de leasing, on dit aux entreprises, votre voiture, elle vaut zéro. Donc, si vous ne la remplacez pas, si vos véhicules, vous ne les remplacez pas, c'est l'IS, l'impôt sur les sociétés, qui va augmenter. Donc, fatalement, qu'est-ce que font les entreprises? Elles remplacent les véhicules par du neuf. Et là, du coup, on est complètement disruptif. Donc déjà, les entreprises investissent dans un équipement et on travaille aujourd'hui et on remonte les données auprès des ministères concernés pour permettre de bousculer un peu les lignes et de rendre tout ça amortissable sur beaucoup plus longtemps que les règles habituelles et actuelles. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc ici, on présente sur la gauche les typologies de véhicules qu'on va industrialiser en premier, donc les plus standardisables, donc les tracteurs routiers et les autocars, notamment pour le ramassage scolaire, qui sont un vrai enjeu pour ces véhicules qui finalement font très peu de kilomètres. Et sur la droite, tous les véhicules spéciaux sur lesquels on travaille, qui ont des besoins énergétiques plus pour l'équipement que pour le déplacement. Donc c'est le cas aujourd'hui, on travaille avec les fabricants, donc la CEMAT, basée à La Rochelle, à 1 heure d'ici. On travaille à la transformation de 19 tonnes et à pouvoir permettre la proposition à court terme de véhicules hydrogène ben ordures ménagères. On travaille également avec les services de secours, plusieurs SDIS de France, avec lesquels on échange pour leur problématique d'avoir des véhicules propres pour les futurs ZFE, puisque eux aussi, quelque part, vont être concernés. Donc, on travaille avec eux sur ces sujets-là. On travaille également les engins de chantier, notamment les toupies à béton, pour leur permettre aussi de rentrer dans des ZFE, dans des travaux à court terme, donc dès 2024-2025, en total décarboné. On travaille également les sujets de travaux publics. Vous voyez une pelleteuse au milieu de l'écran, puisque des sociétés sont venues nous voir de travaux publics en nous disant c'est bien ce que vous faites, par contre réfléchissez à nos problématiques, puisque en fait, dès 2024-2025, on va interdire aux citoyens lambda d'entrer en agglomération pour des trajets domicile-travail avec des véhicules qui consomment que 5 litres au 100 aujourd'hui. Mais dans la ville silencieuse de demain, nous, on va arriver avec des engins qui consomment entre 45 et 90 litres à l'heure, pendant 5 à 7 heures par jour. Donc, dans la ville silencieuse de demain, il n'y a plus que nous qui allons faire du bruit, de la pollution, de la fumée. Donc, réfléchissez à ça. Donc, c'est une étude qu'on a faite. On est capable aujourd'hui de transformer ces véhicules. La seule problématique qu'on rencontre, c'est le ravitaillement d'hydrogène sur chantier. Puisqu'aujourd'hui, ravitailler l'hydrogène sur ce type d'engin est assez complexe. Donc là, on échange avec des énergéticiens. On est également sur clause de confidentialité avec eux, mais on discute avec les grands énergéticiens français pour pouvoir répondre à cette problématique de ravitailler les chantiers mobiles en hydrogène. Et on travaille également les solutions agricoles, puisqu'aujourd'hui, on travaille ces sujets-là avec le centre de recherche d'EDF de Fontainebleau, puisque ça a été communiqué dans la presse, et les chambres d'agriculture, pour répondre à la problématique, quel va être le besoin énergétique de demain? C'est la question qu'a posée EDF et nous a posée il y a 2 ans à peu près. Et du coup, on est en train de transformer un premier tracteur déjà en électrique batterie pour dire en fait quel va être le besoin énergétique. Pour quel type d'agriculture on aura besoin du 100% électrique batterie et pour quel type d'agriculture on va directement passer à l'hydrogène. Donc là, on pense au labour dans les champs. Mais également, la problématique, c'est EDF ne sera pas
capable d'augmenter la taille du réseau et la section des câbles de tout le réseau sur notre territoire. Donc l'idée aussi, c'est de voir comment on peut créer des écosystèmes autour des fermes et autour de l'agriculture pour alimenter ces engins et comment une ferme peut devenir autoproductrice d'électricité hydrogène ou électrique avec le photovoltaïque pour rendre tout ça possible. Et en même temps, comment, pour l'agriculture de demain, on peut créer des modèles économiques de complément de revenus pour le monde agricole, puisqu'un tracteur, quand il n'est pas utilisé, peut très bien stocker l'énergie en journée photovoltaïque et le restituer le soir pour diminuer le pic de courant qu'on a en France de 18 à 20 heures. Donc voilà un peu chez INEO tous les sujets qu'on travaille. On va passer à la dernière slide. Et je ne sais pas si je suis bien en temps, mais dans tous les cas, j'en ai terminé. Donc merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter ici où il y a nos coordonnées pour en avoir plus précisément si vous avez des projets. Voilà. Merci Jérémy pour cette présentation qui vient bien compléter celle d'Emeric avec des exemples assez spécifiques de conversion. On avait une question sur l'autonomie, sur les poids lourds que vous visez, sur les poids lourds hydrogène. Est-ce que tu pourrais nous donner des ordres de grandeur sur ce que vous ciblez sur vos premiers poids lourds, on va dire, que vous développez? Alors, aujourd'hui, donc on est parti sur 10 kg d'hydrogène pour 100 km pour un 44 tonnes chargé à fond. Nos premières mesures démontrent, alors nos premières mesures en électrique pour l'instant, puisqu'on est en train d'intégrer les piles à combustible, mais nos premières mesures démontrent qu'on serait plutôt entre 7,6 et 8,4 kg d'hydrogène pour 100 km. Néanmoins, dans le monde du transport, vous prenez un même véhicule, que ce soit en diesel ou peu importe quelle énergie, vous prenez un même véhicule, deux chauffeurs différents égale deux consommations différentes. Donc aujourd'hui, on reste dans l'hypothèse 10 kg d'hydrogène sur 100 km et on sait qu'il y aura du bonus. À ça, on peut ajouter notre pack batterie qu'on ne tient pas compte dans nos calculs d'autonomie. Notre pack batterie tampon potentiellement nous fait faire 50 à 70 km en plus d'autonomie. Donc, on sait qu'on va être au-delà de 400 km, on en est certain. Par contre, aujourd'hui, dans notre communication, on est assez prudent et on communique sur 400 km au 100 km avec 40 kg d'hydrogène. Alors, 10 kg d'hydrogène au 100 km avec 40 kg d'hydrogène embarqué dans un 44 tonnes, ce qui nous donne 400 km d'autonomie. Pardon. Très bien, c'est clair. Sébastien, tu avais des questions de ton côté? Alors, je vais prendre je regarde justement, je suis en train de balayer les questions. Il y a des questions autour de la gestion thermique, enfin, comment est gérée thermiquement l'implémentation des systèmes hydrogène. Enfin, est-ce qu'il y a de la réutilisation des systèmes déjà en place en fait en gestion thermique, ou est-ce que c'est des solutions ad hoc qui sont adoptées? Alors, peut-être pour parler du refroidissement, donc notre moteur électrique et tous les composants. Donc alors, ça dépend des types de véhicules. Pour certains types, on conserve le radiateur de refroidissement d'origine. On vient recréer un réseau puisque tous nos composants, on vient récupérer l'énergie et la chaleur de tous les composants électroniques, notamment le chargeur, convertisseur. Toute cette chaleur est collectée pour pouvoir permettre le chauffage habitacle, mais aussi le désemballage. On a besoin de récupérer cette énergie calorifique pour avoir les mêmes performances que d'origine en termes de désemballage. Donc, c'est très important pour nous de les récupérer. Et après, en fonction de la typologie de véhicule, on associe également le réseau de refroidissement de la pile à combustible et en fonction de la puissance, etc. Après, il y a des critères un peu techniques que je ne peux pas développer forcément ici, mais bien entendu, on a un système de refroidissement avec du liquide classique de refroidissement. On a besoin de ce réseau. Très bien. Merci encore, Jérémy, pour cette présentation. Alors, il y avait d'autres questions. Alors, évidemment, on n'aura pas le temps de développer, mais d'autres questions autour d'autonomie versus cas d'usage. Effectivement, c'est des arbitrages. Voilà, quand on design les systèmes d'énergie qu'on va embarquer, ça détermine les cas d'usage. Voilà. Je vais juste répondre assez large là-dessus. Aujourd'hui, en fait, dans nos projets, on travaille à la fois avec les énergéticiens qui vont installer les stations. On travaille avec les acteurs qui vont utiliser les véhicules pour comprendre exactement leur usage. Puisqu'aujourd'hui, on peut imaginer un transporteur qui vient tout seul qui dit voilà, moi je vais faire 200 km d'autonomie. J'ai besoin de 200 km pour faire ma tournée. Mais s'il oublie de nous dire que pour aller décharger, où la station est à 80 km de son circuit habituel,
il faut qu'on rajoute les 160 km qu'il faudra faire pour aller faire l'aller-retour à la station. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, le déploiement de l'hydrogène en France, que ce soit en neuf ou en rétrofit, puisqu'aujourd'hui on discute également avec les constructeurs, il faut absolument que tout le monde soit autour de la table pour permettre à cette filière hydrogène d'émerger, puisqu'on a besoin à la fois des usages, de l'utilisateur, de l'énergie qui arrive. Il faut aussi comprendre que l'hydrogène, on ne va pas faire venir de l'hydrogène d'un bout à l'autre de la France, donc il faut savoir où va être produit l'hydrogène, et on met des gros points d'attention sur d'où vient l'eau dans la production de l'hydrogène. On parle de niveau d'hydrogène avec des codes couleurs, mais des niveaux de carbone émis pour la production de l'hydrogène. Donc nous, on part plutôt sur l'hydrogène vert, donc produit à partir d'énergie renouvelable, éolien principalement, ou photovoltaïque, pour rentrer dans des électrolyseurs. Mais la grande question majeure aujourd'hui qu'on met en lumière, c'est d'où vient l'eau. Parce qu'on ne peut pas se permettre de prendre de l'eau potable dans un climat changeant et avec des problèmes d'eau potable déjà pour la population. On ne peut pas prendre cette eau potable pour faire de l'hydrogène et de la mobilité. C'est pour ça que le programme sur notre territoire Pays de Loire part de l'eau de mer qui va être désalinisée pour produire de l'hydrogène. Donc, je dirais que pour répondre à toutes ces questions pêle-mêle, c'est qu'il faut absolument que tout le monde soit autour de la table au démarrage de filière pour que tout ça fonctionne. Mais on ne peut pas se permettre de dire, voilà, il fonctionnera, il fera ça, sans tenir compte de l'usage. Donc, il y a vraiment des écosystèmes qui se construisent aujourd'hui pour rendre tout ça possible. Très bien. Merci. Jérémy, on sent la passion. Il n'y a pas de souci. Donc, Merci. je vais laisser Merci encore pour la présentation. Et puis, c'est le troisième temps de cette matinée. Je vais laisser la parole à Luc Lesage de l'UTAC, voilà, qui va peut-être repréciser un certain nombre de choses sur la problématique réglementaire associée au rétrofit de véhicules. Bonjour et merci pour l'organisation de ce webinaire. Oui, effectivement, dans l'ordre du jour, il y a certaines choses qui ont déjà été vues. Je n'ai pas envie de passer en revue le texte dans les détails, parce que ça serait très rébarbatif. Simplement, c'est un retour d'expérience. Le rétrofit a suscité énormément d'intérêt. C'était au début du premier confinement. J'avais entre 4-5 appels ou mails par jour sur ce sujet. Il y avait quelques fausses idées que j'ai essayé de reprendre. Donc, je vais essayer d'être pragmatique, de donner des liens et surtout de faire un retour d'expérience sur ces 1 an et demi qui ont été, comme ça a déjà été dit, perturbés par la crise sanitaire et qui a un petit peu de mal, vu de notre niveau, à démarrer sérieusement, je dirais. Voilà, donc j'ai prévu rapidement, donc comme je vous dis, j'ai essayé de le faire le plus ludique possible et de plus de retour d'expérience. Donc c'est l'arrêté ministériel du 13 mars, on en a déjà parlé. Certaines choses ont déjà été dites. Les textes applicables, il n'y en a pas qu'un. Pareil, je vais donner que les grandes lignes et les références. Les essais de base qu'on fait en général sur un véhicule rétrofité, le processus macro avec les acteurs et les rétrofit. Et ensuite, quand on lance un processus d'homologation d'un véhicule rétrofité, un petit peu l'ordre du jour de cette réunion kick-off ou la réunion de lancement. Donc l'arrêté du 13 mars, on a largement parlé. Simplement pour recibler, on parle bien donc c'est un agrément de prototype. C'est en aucun cas un kit. On n'homologue pas un kit qu'on va pouvoir transposer sur différents véhicules. C'est bien un type de véhicule et quand on parle de type, ça a déjà été dit, c'est type variant de version, c'est-à-dire qu'on va assez loin dans les détails techniques. Dire je vais rétrofiter la Golf, j'en prends une au hasard, je vais prendre la Twingo, c'est à peu près pareil, il y a la 1, la 2, la 3, la 4 et peut-être même la 5, j'avoue je ne sais plus bien où on en est. Et même si on prend que la Twingo 1, il y a des petites motorisations et des motorisations dites plus sportives. Ce sont aussi extérieurement, ce sont les mêmes véhicules. Technologiquement et d'un point de vue réglementaire, ce sont des véhicules qui sont totalement différents. Donc, ça nécessite de faire un gros travail. J'en reparlerai. Et si j'ai un seul maître mot du rétexte des premiers rétrofits qu'on a fait ou qu'on est en train de faire, c'est vraiment sur ce point, bien définir ce qui doit être couvert par l'agrément de prototype. Donc, c'est bien une série de véhicules. On n'utilise pas l'arrêté rétrofit pour faire 1 ou 2 véhicules économiquement, même si ce n'est pas trop mon secteur, économiquement, ce n'est absolument pas rentable. Le principe de l'arrêté, c'est qu'on prend un véhicule d'origine qui, par définition, a été homologué par le constructeur d'origine.
et que le rétrofit va enlever un certain nombre de composants et les remplacer. Et donc, par cette opération, va remettre en cause toutes les homologations du véhicule d'origine et on refait que les items qui ont été touchés avec les prescriptions. Bah, il va falloir refaire des essais pour vérifier que ces nouveaux composants, systèmes, vont bien répondre aux prescriptions réglementaires. Ensuite, ça a été dit, donc je pas précisé, mais c'est 5 ans effectivement, sur les véhicules, 4 roues et 2 ans pour les L, donc c'est 2, 3 et quadricycles, à moteur. Et pas de véhicule pour les certificats d'immatriculation. Alors j'ai vu une question sur les véhicules collection, c'est qu'ils ont déjà changé de genre et on ne peut pas les faire basculer 2 fois, leur refaire en fait, il faudrait qu'ils reprennent une carte grise, normale. Maintenant, bon, c'est vrai que c'était une position de la DGEC, de la Direction générale de l'environnement et du climat, qui a été assez ferme. Mais bon, ça pourrait éventuellement évoluer. Tous les arrêtés ministériels sont voués à évoluer. J'ai noté aussi quelques questions auxquelles je vais essayer de répondre au cours de mon intervention. Donc, la définition, bah, c'est que les modifications apportées consistent à remplacer un groupe motopropulseur thermique ainsi que les éléments associés par un dispositif de conversion électrique ou tout autre système nécessaire au bon fonctionnement du véhicule transformé. On ne parle pas de bicarburation, c'est-à-dire que les bicarburations n'est pas couvert par cet arrêté rétrofit. Et il n'est pas non plus question de refaire un véhicule, alors ça c'est aussi l'expérience, sous couvert de cet agrément de prototype rétrofit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer à changer l'indicateur de vitesse parce qu'il est un peu ancien, la dimension des pneumatiques ou les jantes, les sièges ou ce genre de choses. Non, il faut se limiter au strict minimum. Il y a des fois des effets collatéraux, je dirais, de l'installation de ce kit rétrofit. Ça peut être expliqué et pris en compte et accepté, bien entendu, mais il n'est pas question de refaire un véhicule pseudo neuf sous couvert de l'arrêté. Je dirais qu'en plus, économiquement, ça n'aurait quasiment aucun intérêt parce qu'il faudrait refaire aussi les essais. Deux notions, on en a déjà parlé, le fabricant et les installateurs. Le fabricant, et là je vais insister, c'est un constructeur au sens du terme de la directive 2018-158. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un code APE 2910Z. Ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre que c'est aussi récupérer ou garantir toutes les responsabilités associées. La garantie, tous les dysfonctionnements et tout ce qui peut se passer et bien sûr avoir les assurances correspondantes. Ça, c'est un point important. Donc au-delà que l'entreprise ait un code APE constructeur, il y a toutes les responsabilités, afférentes à cette notion de constructeur. Les installateurs ne sont pas obligatoirement des constructeurs. J'ai mis à titre d'exemple les codes APE qui sont retenus. Il y a beaucoup de rétrofitteurs qui sont à la fois fabricants et installateurs. Et si le business se développe, effectivement, feront potentiellement appel à des installateurs habilités. C'est bien le fabricant, pardon, ou constructeur, qui va habiliter ces installateurs. Il faut une très bonne communication entre les deux. Si un installateur a un véhicule, il faut bien vérifier que le véhicule qu'il a entre les mains, potentiellement rétrofité, est bien couvert par son homologation, par son agrément de prototype. Le système qualité, ça a aussi été dit. Alors bon, je m'occupe aussi dans le secteur, outre la gestion des projets, de tout ce qui est contrôle de conformité de production et également des évaluations initiales. Alors, c'est un système qualité, mais qui est uniquement lié à la conformité de production qu'a mis le fabricant ou constructeur en place pour s'assurer que chaque rétrofit qu'il va faire est bien conforme à ce qu'il a déclaré dans ses documents et bien conforme au véhicule qu'il a présenté en essai. Et il faut aussi ne pas oublier qu'il y a un audit annuel du fabricant et potentiellement de 3 installateurs. On a parlé de l'arrêté du 13 mars. J'ai envie de dire que l'arrêté du 13 mars, pour moi, il est pratiquement anecdotique, puisque cet arrêté du 13 mars donne la possibilité de faire du rétrofit par l'intermédiaire d'un agrément de prototype. Cet agrément de prototype existe depuis 1954. Bon, il a été modifié un certain nombre de fois, la dernière fois en 2020 de mémoire, mais c'est toujours le premier. La seule nouveauté, et la nouveauté importante, ça a aussi été dit, c'est qu'il n'y a plus besoin d'avoir l'accord du constructeur d'origine.
Ceci étant dit, ça a aussi son travers, c'est qu'on va le voir un petit peu plus tard, il faut bien connaître les caractéristiques techniques des véhicules qu'on veut rétrofiter et sans l'accord du constructeur, du véhicule d'origine, effectivement, par moment, c'est assez difficile en fait de savoir exactement quel type de frein pour quel type de motorisation, quelle masse, sur le véhicule. Les masses vont varier, entre les différentes motorisations en général. Les systèmes de freinage aussi, les systèmes de direction potentiellement. Donc voilà, il y a un certain nombre de données techniques après qui risquent d'être manquantes, mais c'est vrai que l'énorme avancée du 13 mars 2020, c'est de ne plus avoir à demander l'autorisation du constructeur. Pour moi, c'est vraiment la très grosse avancée de ce document. Donc on retrouve en fait toute la procédure relative à l'agrément, la forme du dossier technique et la plaque constructeur dans cet arrêté, du 19 juin 54. Il y a également le 11 janvier 2021, ce sont les exigences réglementaires qu'on retrouve en annexe 2, le niveau requis d'exigence et le type de rapport. C'est-à-dire que s'il y a des items réglementaires, comme je l'ai parlé, qui vont être à refaire, ça peut être fait soit par le ST, le service technique, donc l'UTAC en l'occurrence, potentiellement par le constructeur, soit par ses propres essais, soit par une attestation déclarant que c'est conforme. On peut également avoir avec ou sans fiche de communication européenne. Et puis ben, après, souvent, on fait référence à des règlements de ce type, donc numérique 10, 13 pour ceux qui concernent en général le rétrofit. Ce sont des textes de l'ONU, donc de l'UNECE, qu'on trouve très facilement sur Internet. Pas compilés toujours, c'est un peu la difficulté, mais on trouve facilement les textes. Je vais parler rapidement des essais de base. Alors, comme je l'ai dit, en fait, il y a une analyse au départ qui est faite, mais il y a pratiquement, je dirais, un package de tests qui sont souvent à refaire parce que c'est obligatoire, hein, quel que soit le rétrofit, à partir du moment où on rajoute des systèmes électroniques. Donc, c'est la CEM, règlement 10 que j'ai mis entre parenthèses. C'est tout ce qui est en émission et en réception, des ondes électromagnétiques pour vérifier que, bah, le véhicule ne va pas perturber, son environnement et que l'environnement ne va pas perturber le véhicule. La sécurité électrique, pour le pack batterie, il y en a 2. Il y a la partie 1 qui concerne l'installation. Alors j'ai vu aussi une question sur, le positionnement des batteries sur les 45 millimètres dont Aymeric avait parlé. Pour la personne, je ne sais pas si on est encore là, c'est le point 6.4.4.2 du règlement 100. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre les batteries juste derrière le pare-choc, pour des raisons évidentes de sécurité. Et donc, le dimensionnement par rapport aux Ortus sont clairement définis au point que j'ai cité. Pour les packs batteries, donc la partie 2 du règlement 100, pour l'instant, il y a une tolérance ou une dérogation sur 3 ans ou 100 véhicules transformés pour ne pas faire les impacts mécaniques. Donc jeter le pack batterie, pour voir sa résistance au choc et sa résistance au feu. Dans 3 ans, donc à partir du 13 mars 2023 ou à partir de 100 véhicules, il faudra également être conforme aux impacts mécaniques et à la résistance au feu. Vérifier la puissance électrique puisque comme ça a été dit, on a une tolérance entre 65 et 100 de la puissance initiale ou 40 et 100 pour les véhicules de catégorie L, plus une vérification de la vitesse maxi à ne pas dépasser. L'autonomie consommation électrique, ce qu'on appelle aussi WLTP, j'ai mis les références du texte. Bah, il faut, à partir du moment où on a un véhicule électrique ou hydrogène, bah, il faut, donner, l'autonomie et la consommation électrique et c'est fait par cet essai. Les masses et dimensions, bah, on en a parlé, c'est les répartitions de masse. J'ai mis les tolérances pour mémoire. Il y a une légère tolérance sur la répartition des masses par essieu et en ordre de marge, donc c'est-à-dire à vide avec un conducteur, on est à plus ou moins 20 par rapport à l'origine. Il faut toujours rester dans cette fourchette de masse, comme ça a été dit également, pour des problèmes de stabilité, pour des problèmes de freinage, pour des problèmes de sécurité. Le véhicule a été conçu pour une certaine masse, on ne peut pas totalement la modifier. Ensuite, il y a la VAS, donc c'est le bip bip qu'on entend à faible allure, c'est le règlement 138. Là, c'est pareil, c'est pas, ça peut être, si les gens gardent la boîte de vitesse et qu'il y a un sifflement suffisant et qu'on entend le véhicule, ça c'est laissé à l'appréciation de l'administration. Ça peut être, omis, mais en général, il en faut un. Le plus gros problème, c'est que c'est sur le réseau CAN en général et puis l'identification des commandes, parce qu'il faut rajouter, un voyant, pour niveau de charge de batterie, niveau de charge de batterie. Ouais.
Ensuite, il y a quelques essais qui sont souvent aussi pris, c'est le freinage, puisque l'assistance ou la dépression pour l'assistance au freinage est souvent, et la dépression est générée par le moteur ou par une pompe à vide, qui est le plus souvent changée par une pompe électrique. Donc, le freinage peut être remis en cause et en plus, on peut avoir de la récupération d'énergie, ce qui peut modifier la répartition du freinage. Des systèmes de direction, pareil sur la pompe hydraulique, dégivrage des embuages et systèmes de chauffage, c'est une obligation. Il faut donc remettre des systèmes souvent électriques pour maintenir un chauffage et dégivrage des embuages. Limiteur de vitesse pour les catégories M2, M3, donc transport de personnes d'un certain niveau, pas les qui sont obligatoires sur ces catégories-là. Et caractéristique des bus, c'est le renversement. Donc là, c'est un essai destructif. Potentiellement, si les centres de gravité ont beaucoup évolué, pour éviter que le bus se retourne et s'il se retourne, qu'il y ait toujours une cellule de survie. Et enfin, pour tout ce qui est hydrogène, la sécurité des piles à combustible. Donc, je dirais qu'il n'y a aucun test obligatoire. Néanmoins, par expérience et quand on change le GMP, grosso modo, on se retrouve avec à minima tous ces essais-là. Le process macro, qui va me permettre de parler aussi des acteurs. On fait une réunion de lancement donc entre le fabricant, le ministère, donc la Direction générale de l'environnement et du climat, ou CNRV, Centre national de réception des véhicules, et l'UTAC. Je parlerai de l'ordre du jour. Donc, il n'y a qu'un ordre du jour qui est préétabli. Grosso modo, il en sort la liste des essais ou des compléments d'infos potentiellement et la définition des véhicules à présenter aux essais. Il y a un devis qui est réalisé, un planning d'essais. On réalise les essais. En parallèle, on peut effectivement avoir un audit, soit un ISO 9000 sur le périmètre du constructeur, soit une évaluation initiale. Donc, c'est un audit avec plan d'action et autres si besoin. Les livrables, donc les rapports d'essai sont fournis par l'UTAC pour ceux qui sont faits par l'UTAC. Et d'un autre côté, il y a des rapports constructeurs qui sont faits par le fabricant, le dossier d'agrément de proto et un véhicule à la présentation. Donc là, je dirais que c'est purement une présentation physique du véhicule avec l'ensemble des rapports. Et l'administration va vérifier que le véhicule, celui qui est présenté, est bien conforme à ce qui est couvert dans l'agrément de prototype. Voilà, j'ai mis pour mémoire, grosso modo, et j'ai surtout, bon, je ne vais pas passer en revue parce que je vois que le temps passe vite, surtout insister et s'il y a le rétexte des problèmes qu'on peut avoir ou que les fabricants ont aujourd'hui, j'en ai déjà parlé, c'est de bien définir exactement ce qui doit être couvert et le périmètre de l'agrément de prototype. On a trop souvent des gens qui arrivent en nous disant je veux faire le rétrofit de la Golf. Mais comme je l'ai dit, il y en a des centaines, voire des milliers sur un utilitaire. On peut arriver à 15 000, 20 000 lignes de TVV. Donc, c'est énorme. Donc, il faut savoir exactement ce qu'on veut couvrir, ce qui va permettre de sélectionner les essais à minima. C'est-à-dire que si on a toutes les informations techniques, on peut trouver les cas les plus défavorables et donc éviter la multiplication d'essais plutôt que de prendre le premier véhicule qu'on rétrofit en disant je veux celui-là, mais derrière, on se rend compte qu'il y a des variantes sur des systèmes de freinage, des variantes sur les masses. Et donc, les fabricants sont obligés de refaire des essais s'ils veulent couvrir une définition quelque peu différente du véhicule présenté. Voilà, ça, je crois que c'est tout le point sur lequel je veux insister. Il y a un très gros travail préparatoire qui est étroitement lié ou intimement lié avec le business plan. Est-ce que ça vaut le coup d'ajouter des lignes sur des véhicules marginaux avec faible diffusion? Alors, je sais que l'information est très difficile à obtenir. Des véhicules un peu plus confidentiels, même dans une gamme courante. Peut-être pas, ça sert peut-être à rien de rajouter certaines motorisations parce qu'il y aura peu de véhicules sur le marché à rétrofiter et qui risquent de générer des coûts supplémentaires pour couvrir ces véhicules dans l'agrément de prototype. Voilà, je crois que c'est un message qui est très important et il y a un gros travail préparatoire. On a souvent des fabricants qui sont excessivement compétents sur toute la partie électricité, électronique, batterie, moteur. C'est vrai que la partie réglementaire est souvent un petit peu délaissée, parce que, c'est pas le cœur du métier et je l'entends, mais je crois qu'il y a un très gros travail à faire, sur cette partie de savoir ce qu'on veut couvrir et d'avoir toutes les informations nécessaires. Voilà, j'en ai fini. Bon, j'ai vu aussi une question sur les batteries de seconde vie. Aujourd'hui, ce n'est pas possible.
d'utiliser des batteries de seconde vie, parce qu'une batterie de seconde vie, c'est à quel niveau de performance. On fait des essais de performance, d'autonomie et de conso. Si on met des batteries de seconde vie, dans quel état vont-elles être? La porte n'est pas fermée par l'administration. Néanmoins, je crois que la profession doit faire des propositions de la définition d'une batterie de seconde vie, et je dirais d'un niveau de performance des batteries minimales, pour qu'on puisse faire des essais avec ce niveau minimal de batterie, de puissance, pour faire quelque chose qui soit après reproductible. Parce que si on fait avec des batteries neuves et que derrière on monte des batteries de seconde vie sans aucune garde-fou, je dirais, sur ces batteries de seconde vie, les essais n'ont plus tellement lieu d'être et n'ont plus beaucoup d'intérêt. Et en plus, vis-à-vis du consommateur, finalement, l'autonomie, on ne la connaît pas bien, et donc il y a aussi un devoir d'informer le consommateur. J'ai aussi vu une question sur le rétrofit à l'étranger. Aujourd'hui, il n'y a que des règles, donc c'est un texte national uniquement valable en France. On peut circuler à l'étranger avec un véhicule rétrofité, mais on ne pourra pas immatriculer un véhicule rétrofité en France à l'étranger. Il y a des textes nationaux en Italie et en Allemagne, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a en préparation en Belgique. Et il y a même, je crois, un groupe de travail pour avoir une réglementation européenne sur le véhicule rétrofité. Voilà, j'en ai terminé. Donc, si vous avez quelques questions ou des questions, je ne sais pas s'il reste un petit peu de temps. Il reste un petit peu de temps. C'est bien parce que merci Luc Lesage, parce que vous avez répondu en même temps aux questions qu'on n'avait pas eu l'occasion de poser. Oui, je les ai vus, je les ai vus défiler et je les ai reprises. Ouais, donc c'est parfait. Non, je te pose la question. Alors, il y a une question. Est-ce que parmi les essais à réaliser, est-ce qu'il y a des essais qui sont non réalisés par l'UTAC, en fait, dans le process Alors, d'homologation? oui, j'en ai parlé dans le process. Je vais revenir sur le slide. Il y a des essais qui peuvent être réalisés directement par le constructeur. Ça, c'est défini, comme je l'ai dit ici, dans l'arrêté du 11 janvier 2021, à l'annexe 2. Il y a des renvois, petit a, petit b, petit c, petit d. Il y en a, il faut une fiche de communication européenne. Il y en a, il faut un rapport du service technique. Des fois, il faut un rapport essai du constructeur ou fabricant, ou une simple attestation du constructeur ou fabricant. Donc ça, c'est requis. Enfin, la liste est dans l'annexe 2 de l'arrêté du 11 janvier 2021, en fonction de la catégorie. Parfait. Et puis, une deuxième question, alors ça va être peut-être un peu plus difficile à y répondre, mais est-ce qu'il y a des notions ou des idées de coûts que représente ce process d'homologation par grande catégorie de véhicules, enfin, globalement sur un véhicule utilitaire léger versus… Alors, j'ai pas, mais bon, c'est la question rituelle, donc c'est vrai que je m'y attendais un petit peu. Comme je l'ai dit, ça va beaucoup dépendre du périmètre. Si on part sur une réalisation unitaire de chaque essai que j'ai défini ici, pour un véhicule léger, on est autour de 40 000 euros, plus la très grosse partie, c'est la partie 2 ici, le pack batterie, alors soit réalisé par le fournisseur, mais c'est très très rare, qui elle est de l'ordre de 60 000 euros. Donc ça fait un coût de 100 000 euros si le pack batterie n'est pas homologué en tant qu'entité. Et pour un L, c'est 15-20 000 euros, puis là, il n'y a pas de notion de pack batterie, il n'y a pas de partie 2. Donc c'est autour de 15-20 000 euros sur un 2 roues. Très bien. Écoutez, encore merci pour cette intervention. Puis juste comme il nous reste 2 petites minutes, on a reçu une question qui est un peu plus large que le principe d'homologation, enfin en tout cas une remarque. Donc je la poserai à Émeric, qui porte un peu la voix des acteurs du rétrofit. Voilà, donc la remarque finalement, c'est les véhicules électriques à batterie neuve sont censés baisser de prix. Ça, c'est l'histoire. Et donc, lui, en tout cas, se pose la question, cette personne, à partir de voilà, comment le modèle économique des rétrofiteurs peut faire face à finalement cette diminution des prix au niveau des véhicules neufs. Comment il trouve sa place, en fait, voilà, dans globalement l'électrification des parcs de véhicules. Oui, donc il y a un marché du véhicule neuf qui se dynamise et qui s'industrialise un peu plus. Alors, à comparer les prix d'aujourd'hui où les rétrofiteurs ne sont pas encore industrialisés avec des prix des constructeurs qui sont industrialisés, c'est vrai qu'il n'y a pas photo. C'est pour ça qu'auprès de la force publique, on exprime qu'on a besoin de primes pour initier la filière.
parce que sinon elle va être mort-née, pour qu'on puisse industrialiser pendant cette période-là. Et c'est pour ça qu'on doit travailler notre industrialisation dès maintenant pour atteindre des coûts qui soient le plus abordables possible. Alors évidemment, celui qui sur un modèle TVV, je le précise comme ça, va avoir 200 000 voitures potentielles et l'autre qui en a 50, à la fin, c'est pas le même prix, hein. Mais on doit atteindre des véhicules qui soient des rétrofits qui soient plus abordables en fonction des véhicules pour que le marché puisse exister et que celui qui a une voiture légère se dit voilà, moi pour 5 000 €, je peux avoir ma voiture 5 000 € après les aides, je peux avoir ma voiture qui est rétrofitée et voilà. Donc on doit avoir un modèle qui est très abordable. Et j'insiste toujours en disant selon les modèles, on prend le rétrofit d'un bus par rapport à un bus neuf. Bon, voilà, on n'a pas les mêmes niveaux de prix, mais on doit pouvoir s'industrialiser très vite. Si on parle, je pense que ce qui était cité, c'est un peu la Dacia Spring. Il y a un autre angle de vue aussi qui n'est pas négligeable à prendre en compte. C'est d'un côté, je peux avoir une Dacia Spring qui va descendre aux alentours de 13 000 € après les primes. À combien on est après? Oui, mais à combien on est en CO2 dans la fabrication de cette voiture et de la conversion de la voiture rétrofit? Quelque part, il y a aussi cette évolution dans le marché. Et je peux vous dire qu'au quotidien, pour tous les membres, on est un peu interrogé sur cette approche-là. Alors, évidemment, tout le monde ne dit pas, mais quelle est l'émission de CO2 aujourd'hui pour faire cette voiture, mais c'est un mouvement qui est un peu lancé en disant si on veut bien faire ces choses, il faut limiter ses déchets. Et cette partie de CO2, évidemment, une Dacia Spring fabriquée en Chine avec de l'énergie chinoise qui est un peu plus carbonée que la nôtre en France, avec tous ces déplacements. Voilà, il y a une différence qui n'est pas négligée. Là où on est convaincu au niveau de l'association, c'est que le rétrofit est une activité qui est locale. C'est-à-dire qu'il est peu probable qu'on envoie des voitures en Chine pour qu'elles soient rétrofitées et on les ramène après. Donc, c'est une activité qui se fait sur le territoire. Donc, on est sur une phase de réindustrialisation des territoires. Après, suivant le modèle de chacun, il y en a où il y a des installateurs, il y en a où ça va linéariser la production. Il y a de fortes chances quand même, très forte probabilité que ce soit en France et pas à l'autre bout du monde. Merci Émeric, je pense que c'est une très belle conclusion pour ce webinaire. Donc voilà, je voulais remercier donc tous les intervenants ainsi que les participants. Voilà, nous avons eu beaucoup de questions, nous n'avons pas pu prendre toutes les questions en live. Donc voilà, donc merci à tous. Voilà, pour clôturer ce webinaire, je voulais aussi vous mentionner un peu notre prochain événement commun avec le pôle ID4Car qui est tout à fait en lien avec ce webinaire sur le rétrofit. Il aura lieu donc le 5 octobre à Angers. Donc c'est un séminaire sur l'électronique de puissance et la conversion d'énergie. Point important, hein, notamment dans l'équipe de rétrofit. Voilà, je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci tout le monde et puis encore merci aux intervenants. Merci, bonne journée à tous. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.